Bonsoir, vous êtes bien à votre rendez-vous politique Surface de vérité. Dans le fauteuil blanc, je reçois pour vous le docteur en biologie et physiologie des organismes et des populations, docteur en écologie donc, le monsieur Urbain Yameogo. Il est membre du bureau exécutif national du Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP, chargé de l'environnement et du développement durable. Monsieur Yameogo, bonsoir. Bonsoir, monsieur Guébré. Merci de répondre à notre invitation. Je vous en prie. Alors, vous avez été élu député à l'Assemblée nationale, mais contre toute attente, vous avez renoncé à votre poste de député. C'est assez rare quand même. C'est exact. Pourquoi? Pourquoi je suis militant d'un parti politique. Je suis rentré au mouvement pour le progrès. Le mouvement du peuple pour le progrès, c'est la base de mes convictions politiques, c'est la base de mes principes. Et à l'issue des élections présidentielles et législatives, j'ai effectivement été élu comme député dans la province du Boulkende. Pour des raisons personnelles et surtout des raisons que mon parti a développées, notamment le président du parti, sur la base de nos échanges, nous avons estimé que ce serait bon que je laisse ma place à ma suppléante, c'est une dame, et ça nous permet aussi de rehausser le quota genre, la présence des femmes au sein de l'Assemblée. Je n'ai fait que répondre à mon parti, et aussi, ça correspondait également à moi aussi à ma vision. Peut-être aussi en échange d'une promesse de poste, peut-être plus juteux. Vous savez, j'ai quitté ce poste après la mise en place des postes dont vous voulez faire allusion. Parce que je suis resté à l'Assemblée jusqu'en fin janvier, après l'adoption de la première loi portant l'organisation de l'Assemblée nationale, la mise en place de ces structures. Et c'est suite à cela, précisément en février, que j'ai déposé ma démission. En ce moment, le gouvernement a été mis en place. Beaucoup de ministères avaient déjà mis en place leur organisation, leur organigramme. Et je n'ai pas fait cet acte parce que j'attendais quoi que ce soit. Et je ne pense pas non plus qu'on a besoin d'être dans une certaine position sociale pour être utile à son pays ou à son organisation. Quelle que soit ma position, je peux servir mon pays, je peux servir mon parti. Ce sont mes convictions. Une certaine opinion à l'époque a cru comprendre que la perspective, c'est que vous devez rentrer au gouvernement. Oui, mais comme je vous l'ai dit, ma démission est venue après la mise en place du gouvernement. Peut-être un peu dessus aussi, peut-être? Non, pas du tout. Au contraire, vous pouvez demander au sein de mon parti et aussi dans ma province, mon engagement reste intact. Vous savez, personnellement, je ne me suis pas engagé en politique pour des positionnements politiques ou pour des raisons sociales. Je me suis engagé pour servir d'abord mon peuple. Je me suis engagé pour servir la cause que nous défendons ensemble avec mes différents camarades du parti. Il ne s'agit pas pour moi de m'engager pour des raisons personnelles ou bien des raisons matérielles. C'est malheureusement comme ça sur notre scène politique. Oui, vous pouvez le dire. C'est ce qu'on constate. Bon, oui, c'est une possibilité. Mais je ne connais que ma personne et mes actes. Je me les réfère à ce que moi-même, mes options et mes engagements me commandent. C'est sur la base de mes convictions, comme je vous l'ai dit, que je suis en politique. Et ma conviction est qu'on peut servir son pays
on peut servir son parti, quelle que soit ta position. Mais quand vous dites ça, qu'est-ce que vous dites de nos populations? Nos populations, ce sont elles que nous mobilisons pour les élections. Le paysan qui est à Falangoutou, ou le militant du parti qui est à Falangoutou, qui va courir auprès de ses autres membres de la communauté pour nous réunir un électorat qui nous vote. Est-ce que ces paysans sont nommés? Est-ce qu'ils vont au gouvernement? Mais ils sont toujours là, chaque jour que Dieu fait, ils sont toujours là, ils se battent et ils continuent à rester déterminés, à engager pour le parti, à engager pour le progrès du pays. Moi, je n'ai pas une vision intellectualiste de la politique. Malheureusement, comme je l'ai dit, c'est ce qu'on a toujours constaté. On prend par exemple les cas de votre parti. Leur départ, par exemple, du CDP, pour beaucoup d'analystes, c'est lié aussi à ça, au fait qu'ils ont été écartés de la gestion du parti. Bon, vous savez, en politique, il y a plusieurs raisons pour venir dans un parti. Vous avez des gens qui viennent dans un parti tout simplement parce qu'ils veulent être nommés, comme vous le dites, avoir une nomination. Vous en avez qui s'engagent en politique dans un parti parce qu'ils ont un métronome à qui ils croient. Vous avez des gens qui s'engagent en politique parce que leurs parents sont dans ce parti et ils s'engagent. Mais toutes ces raisons sont valables. Mais ce qui est plus important, c'est la raison du parti. C'est lorsque vous êtes engagé dans le parti, en tout cas comme le MPP, le parti a des règles. Le parti a ses textes fondamentaux. Le parti a ses statuts. C'est dire vos propres besoins, vos propres desiderata dans votre engagement doivent se soumettre aux besoins du parti. C'est le parti qui détermine quel militant a du mérite pour être à tel ou tel niveau et contribuer à la lutte politique. Ce n'est pas le militant qui vient dire « moi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, donc je dois être nommé ». Ça, c'est une vision purement matérialiste de la politique. Vous semblez très discipliné en tant que politique, c'est pas... Mais c'est parce qu'on constate toujours au sein des partis. Dans toute on estime avoir suffisamment donné, ou avoir les capacités nécessaires pour être ministre ou pour occuper tel poste de directeur général. Et quand on n'est pas récompensé, on est frustré. Soit on reste au parti, mais on rumine sa douleur, on ne participe plus activement à la bonne marche du parti, ou soit on claque la porte pour rejoindre une autre formation politique. Dans toute organisation humaine, sans la discipline, on ne peut rien construire. D'ailleurs, on dit que la discipline fait la force des armées. Donc, dans les organisations politiques, sans discipline, vous n'avez pas d'organisation politique parce que ça va aller dans tous les sens. D'accord. Parlons donc de discipline au niveau de votre parti. Effectivement, dans une dynamique de renouvellement des structures, on constate qu'il y a des remous quand même. Hein. On a vu notamment à Bobo-Dioulasso cette manifestation où on a même fait venir la police pour déguerpir un peu des manifestants qui étaient contre les listes. On a vu aussi, c'est le cas à Kongoussi, manifestation également, il y a eu une marche de population, de militants qui ne sont pas d'accord avec les décisions émanant de la hiérarchie. Ce que vous entendez par remous, pour moi, ça fait partie de la vitalité et de la démocratie à l'interne. Ça montre la vitalité démocratique au sein du MPP. La démocratie voudrait qu'on n'impose pas... Mais justement, le parti a ses règles de fonctionnement et la mise en place des structures répond à une ligne clairement tracée par le parti. Il y a des directives claires qui sont mises en place pour la mise en place de ces structures du parti, pour le renouvellement des structures du parti. Quand il y a des contestations, il faut peut-être organiser des élections à la base. Tous les militants doivent se conformer aux directives du parti. Bon, vous dites que quand il y a des contestations, il faut permettre des élections à la base. Oui, au niveau du parti, on tient compte des avis et des préoccupations de la base.
Mais il faut faire attention parce que si à tout bout de champ, vous devez organiser des élections pour le choix des responsables d'un parti, vous allez maintenant à un système purement, c'est du démocratisme que vous devez faire. Parce qu'à chaque fois, vous serez obligé de retourner pour consulter. Ce n'est pas à tout moment qu'il faut le faire. Vous savez que dans un parti, vous avez des piliers. Si vous permettez que je vous dise clairement ce que moi je pense, c'est que le parti a bel et bien fait de sortir des directives pour encadrer ces renouvellements. Parce que vous voyez comment se passent les élections, et vous voyez aussi le niveau politique au niveau de la base. Ces militants qui font ces remous, qui marchent, qui concèdent, c'est une question de formation, c'est une question de niveau politique. Parce que, dites-vous bien, qu'au niveau de la base, la structuration du parti, il y a des strates. Ça a commencé au niveau régional, au niveau provincial, au niveau des communes, jusqu'au niveau des villages. Et à partir de ce niveau, chaque niveau est encadré par un texte. Et il y a des organes qui sont mis en place pour gérer et conduire ces renouvellements. Et il se trouve qu'à chaque niveau, il y a un collège. Vous avez un collège régional, vous avez un collège, bien sûr que vous avez un collège national qui coordonne, vous avez un collège régional, vous avez un collège provincial, et vous avez également des collèges au niveau des communes et des arrondissements pour le choix des premiers responsables de gestion du parti à chaque niveau. On a l'impression que les choses se font au haut niveau et on vient imposer des listes à la base. Pour Bobo Dioulasso, par exemple, on voit la main de Konaté, Issa Dominique Konaté, qui voudrait imposer des proches. Pareil à Kongoussi, on accuse le ministre Simon Sawadogo, par exemple. C'est comme je vous l'ai dit, c'est vraiment véritablement un problème de formation politique et qui fait que vous avez ce genre d'action sur le terrain avec des militants de la base. Ces militants ont besoin d'être informés, ces militants ont besoin d'être encadrés, ces militants ont besoin d'explications. Et je peux vous rassurer que les directives qui ont été mises en place ont d'abord été discutées dans les instances du parti et ensuite elles ont été expliquées depuis la base jusqu'au sommet. Et tous ces camarades, tous les responsables du parti sont censés avoir bien compris. Mais comme je vous l'ai dit, compte tenu du niveau disparate des uns et des autres, il y en a qui ne le comprennent pas et qui pensent souvent que c'est un individu qui impose quelqu'un. Ce qui n'est pas le cas. C'est toujours un collège qui fait le choix. Et une fois que les choix sont faits, l'avis de la base est requise et on va vers la base, on leur explique la procédure, on leur montre comment cela a été fait, mais bien entendu, avec les ambitions souvent démesurées des uns et des autres, il y en a qui pensent qu'il faut manipuler ou il faut instrumentaliser certaines personnes au niveau de la base pour arriver à leur fin. Parce que dans tous les cas, tout est dans les objectifs qui ont guidé un peu le départ de ceux-là qui sont partis du CDP pour créer le MPP. On a dénoncé une façon de faire, une gouvernance à l'interne qui ne serait pas bien du tout. On a parlé de coterie, d'un certain nombre de choses qu'on a reproché à la direction du CDP à l'époque. Mais reconnaissons aussi que lors du renouvellement de votre bureau politique national, le Congrès qui a procédé au renouvellement, même des cadres se sont plaints en quoi que ce sont les mêmes pratiques qui reviennent. On a accusé à l'époque Salif Diallo d'avoir à la limite imposé un bureau. Bon, peut-être ceux qui l'ont dit n'ont pas participé au congrès, ils n'ont pas su comment le MPP fonctionne. Sinon, dans les différentes structures du parti, dans les organes, il y a la démocratie qui règne. Le débat est ouvert, les gens, les uns et les autres expriment leurs opinions en toute quiétude, sans aucune contrainte quelconque. Et vraiment, les débats contradictoires sont bien menés à l'intérieur du parti. Et pendant le congrès, la mise en place des organes dirigeants répondaient parfaitement au statut, au règlement intérieur du parti. Il n'y a pas eu d'imposition d'un individu par qui que ce soit. D'ailleurs, si je reviens sur la question de Bobo, vous savez, comme je vous ai dit, c'est souvent les militants par manque d'information, par manque de formation politique, qui ne comprennent pas les textes, qui ne comprennent pas les organes qui régissent le fonctionnement de nos structures, et qui se mettent à faire du tapage pour rien. Mais en réalité, le camarade Issa Dominique Konaté n'a imposé personne. C'est un collège qui a travaillé, il n'était pas seul. Et c'est ce collège qui a abouti après plusieurs concertations. Parce que véritablement, pour vous dire vrai,
le renouvellement des structures ont commencé depuis janvier 2018. Mais à chaque fois qu'il y a des grincements de dents quelque part, on prend le temps d'écouter les uns des autres, de faire des concertations. Mais si on n'arrive pas à un consensus, c'est vraiment la voie démocratique qu'il faut appliquer. D'accord. Donc, vous parlez de manque de formation politique, d'où la nécessité justement de former les militants à la base. Oui. Ça aussi, c'est un réel problème pour nos partis politiques, la formation des militants. Vous avez parfaitement raison. C'est pour ça, au niveau du MPP, on a une école de formation politique de nos militants. Et malheureusement, on a l'impression que ça fonctionne plus très bien. Pourtant l'école fonctionne. Alors, le docteur Émile Paré... Bien entendu, l'école fonctionne très bien et jusqu'aujourd'hui, il y a des instances, il y a des moments de formation qui regroupent. Mais vous voyez, le MPP est un grand parti. Et nous sommes structurés depuis les amours de culture jusqu'au niveau national. Donc le besoin de formation est ressenti aussi bien à la base que même peut-être au niveau du sommet. Mais actuellement, je pense qu'avec le renouvellement des structures, ce qui est prévu, c'est que les premiers dirigeants des différentes structures-là vont recevoir des formations. Et ces formations vont se faire en cascade. D'abord, il y aurait des formateurs au niveau national qui vont donner des formations au niveau des provinces. Et ces formateurs en province vont pouvoir former dans les communes. Et les formateurs de communes vont pouvoir répliquer ces formations au niveau des villages. Et ainsi de suite. Et je pense que c'est petit à petit qu'il faut surtout former les gens sur les textes fondamentaux du parti, les statuts et règlements intérieurs du parti, les règles de fonctionnement, pour que les uns et les autres puissent se les appliquer, se les approprier et pouvoir être disciplinés et comprendre les disciplines du parti. En tout état de cause, que ce soit à Bobo ou à Kongoussi, tous ceux qui n'ont pas suivi les règles du parti et qui ont pensé que c'est à travers la presse qu'ils doivent s'exprimer, alors qu'il y a des instances pour cela, mais les règles du parti vont s'appliquer à eux. Parce que nous avons à l'intérieur des structures de contrôle, de vérification, on ne sanctionne pas un militant comme ça, on prend le temps que la commission qui est chargée de faire ce travail puisse entendre les uns et les autres et lui permettre de s'expliquer sur les différentes situations de leur comportement, et ensuite le parti pourrait prendre les dispositions qui s'imposent en fonction des comportements de tout un chacun. Voilà, on va poursuivre pour parler de la gouvernance justement MPP. C'est vrai qu'il n'y a pas très longtemps, le président de Faso a fait son bilan de mi-mandat, mais une question est claire, c'est la question sécuritaire. Le pays est en insécurité. On a l'impression qu'à ce niveau, votre pouvoir a du mal à trouver la solution, à sécuriser les Burkinabés. Pourtant, je n'ai pas cette lecture. Je pense que... Les Burkinabés sont en insécurité, M. Amégo. L'insécurité a tout existé dans tous les pays du monde, et y compris le Burkina. Parce que quand vous parlez de cette façon-là. Oui, d'accord, pas de cette façon, parce qu'actuellement, c'est surtout le terrorisme qui est en train qui a pris forme déjà dans notre pays et qui continue à causer des dégâts. Mais je peux vous rassurer, comme le président du Faso lui-même l'a dit, des dispositions sont prises pour maîtriser ce phénomène. Ce n'est pas la première fois qu'on nous sort ce discours. Oui, mais bien entendu. Mais je pense que vous suivez aussi bien les événements comme moi. Et dès janvier 2016, il y a eu d'abord une attaque terroriste. Vous savez que nos forces de défense et de sécurité n'étaient pas tout à fait formées pour faire face à ces genres de situations, et ils n'ont pas forcément le matériel aussi qu'il faut pour faire face à ces genres de situations. C'est une nouvelle forme de guerre qui est imposée à notre peuple. 2016, on est en 2018, presque en fin 2018. Mais, monsieur, quand je vous parle, monsieur Guébré, quand je vous parle de ces situations, comme vous le dites, vous savez que ces situations, pour les gérer, il n'y a pas que le matériel. Il y a d'abord, vous avez le matériel, vous avez les hommes. Il faut pouvoir remettre à niveau non seulement nos hommes, mais aussi nos équipements. Et à partir de ces équipements et au niveau des hommes, tout peut être opérationnel. Mais ce qu'il faut dire aujourd'hui, véritablement, il faut féliciter nos forces de défense et de sécurité pour le travail qui est abattu. Le travail est abattu par nos forces de défense et de sécurité, mais on a comme l'impression que derrière, il n'y a pas une véritable stratégie en la matière. Justement, il y a bien entendu une stratégie. Parce que si vous voyez ce qui s'est passé, à partir des attaques qui se sont passées, les attentats qui se sont passés dans les villes, à Ouagadougou particulièrement, on a subi les attaques au niveau maintenant des frontières, notamment au Sahel. Mais pendant un certain temps, nos militaires, d'une manière générale, ils sont habitués à faire des combats sur des terrains autres que le Sahel, pour ne pas dire le désert. Mais il y a eu un temps où nos forces de défense, l'armée était en posture de défense pour contrer. Mais dès lors que l'armée
a pu saisir le phénomène de terrorisme, il y a une autre organisation qui a été rapidement mise en place, et c'est l'armée qui a pris l'initiative et est partie à l'offensive. Et vous avez vu que dans cette zone du Sahel, aujourd'hui, les attaques ne se passent plus comme par le passé. Mais le foyer sénégalaise. Maintenant, justement, il faut se poser des questions. Est-ce qu'aujourd'hui, le terrorisme qui se passe au Burkina, c'est le terrorisme classique? Est-ce que véritablement, c'est le terrorisme classique basé sur certaines idéologies islamistes, etc. Est-ce que c'est véritablement le cas? Moi, je n'en suis pas sûr. C'est à vous de penser le problème et de nous sortir les solutions. Justement, à partir de ce moment, le problème doit être pris dans son entièreté, de manière globale. Parce qu'on a l'impression que vous apportez des réponses conjoncturelles jusqu'à présent. Je voudrais vous dire tout simplement, et vous vous trompez totalement, parce que quand même ce sont des aspects militaires, et je ne suis pas parfaitement au cœur de ce système de défense et de sécurité du pays, mais du peu que je sais, il y a une construction de la stratégie. Il y a une construction qui est mise en place. C'est ce qui a amené les forces de défense à prendre pratiquement maintenant le dessus au niveau du Sahel. Et ils se sont déportés à l'Est. Les actes maintenant se passent à l'Est. Mais dites-vous aussi qu'au niveau de l'Est, les choses vont être vite maîtrisées. Le président vous a déjà dit au sortir du Conseil national de défense et de sécurité que des dispositions sont prises pour que l'armée prenne encore les initiatives et déloger toutes ces bandes organisées, toutes ces bandes sous le sceau du terrorisme qui causent des dégâts et qui font une guerre injuste au peuple burkinabé. C'est pour nous empêcher de gouverner. C'est pour empêcher le pays de progresser. Mais est-ce que ces mesures, parce que quand on voit le président sortir à travers ce Conseil supérieur de la défense nationale, on a comme l'impression que, bien avant ça, c'est comme si on n'avait pas pris la pleine mesure de la situation, alors qu'on était en train de perdre des hommes. Je voudrais vous dire une seule chose. Il faut que vous et tous les Burkinabés se disent que s'il y a quelqu'un qui est le premier, le plus touché, c'est le président du Faso. Parce qu'il est avant tout le chef suprême des armées. Et lorsque une décision d'envoyer des fils de ce pays, des soldats, pour aller sur le terrain des opérations, pour aller au combat, si une seule personne tombe, il est le premier à être touché, parce que c'est lui d'abord qui est le premier responsable du pays, et c'est lui qui a envoyé les soldats au niveau de la frontière. Ça veut dire qu'il est le plus touché, et dans toutes les stratégies qui peuvent être mises en place, si les opérations peuvent être conduites sans qu'il y ait aucune victime au niveau de nos forces, c'est tout ce que le président voudrait, c'est tout ce que l'armée veut, c'est tout ce que les chefs militaires veulent. Mais lorsque il y a un seul homme qui tombe, ils sont tous ébranlés, et très profondément. C'est pour vous dire que les stratégies qui sont construites doivent être construites de manière durable. Cette lutte n'est pas une lutte conjoncturelle. C'est une lutte que je pourrais dire de longue haleine. Et pour cela, on doit pouvoir avoir tous les moyens qu'il faut, avoir les équipements qu'il faut, et les forces, et renforcer les compétences pour l'opérationnalité de nos forces de défense en place, et les permettre d'être encore plus aguerris. À la date d'aujourd'hui, vous avez vu par exemple cette note du directeur de la police au niveau de la région de l'Est, c'est assez extraordinaire, le contenu. Ils ont l'impression, les éléments des forces de défense et de sécurité dans la localité, que véritablement ils se sentent abandonnés. Ils n'ont pas l'impression qu'au plus haut sommet, le problème a pris à bras le corps. Ils parlent par exemple de ce problème de véhicules, ils n'en ont pas. Bon, ce que vous devez aussi prendre en compte, c'est que dès lors que ces questions se sont posées à l'Est, notamment dans la zone de Pama, c'est les forces de défense au niveau de l'armée qui partaient en appui à un poste attaqué. Et comme vous voyez, la manière dont cette guerre est conduite, ce sont des attentats. Ce sont des guet-apens. Ils savent qu'avec la saison des pluies, il n'y a pas plusieurs voies possibles pour circuler dans ces zones. Ils ont vu, et ils savaient très bien qu'une force viendrait sûrement en appui, et ils n'ont fait qu'attendre le passage de nos troupes. Donc on ne peut pas présager pour dire un explosif ou une mine va être posée à tel niveau, à tel niveau. C'est pour vous dire qu'à la date d'aujourd'hui, ce qui est fait sur le plan militaire,
c'est d'abord le maximum d'informations sur la situation. Et à partir de ces informations, une stratégie claire est toujours conduite en fonction des différentes zones des opérations. Donc ce n'est pas trop tard? Moi, je pense qu'il faut être patient et faire confiance au chef de l'État, qu'il a déjà déclaré solennellement, et soutenir nos forces de défense et de sécurité, remonter le moral des troupes partout où nous sommes, que tous les Burkinabés comprennent que cette lutte est une lutte collective. Ce n'est pas une lutte individuelle. C'est par la volonté collective et individuelle que nous allons arriver à bout de ces forces du mal qui sont en train d'empêcher le pays d'avancer. Vous parlez d'une lutte collective, mais en même temps, dans le discours du pouvoir, on voit des ennemis partout. On dit ce n'est pas forcément des attaques terroristes classiques comme on a l'habitude de voir, mais on a l'impression que c'est des actions de déstabilisation. On va même jusqu'à accuser l'opposition, par exemple. Est-ce que c'est une bonne stratégie de cohésion dans le cadre de cette lutte? Est-ce que votre communication n'est pas de nature encore à diviser les Burkinabés sur le sujet? Dans des situations pareilles, aucune hypothèse n'est à écarter. Nous sommes face à une situation. Suivez l'évolution des choses. Dans un premier temps, les attentats se passaient à Ouagadougou. Et ces attentats, c'était des éléments armés qui venaient, qui s'attaquaient à des points. Et nos forces de défense réagissaient pour anéantir ou maîtriser la situation. À un moment donné, ce sont des attaques qui se passent dans nos frontières. Et cette année, ce qui s'est passé, vous avez vu qu'il y a eu un attentat au niveau de l'état-major général des armées. C'est pour vous dire qu'il y a quand même une certaine évolution de ces attaques. Et quand on a vu qu'au niveau de Rayongo, les forces de défense ont pris l'initiative sur la base des informations et ils ont pu anéantir un groupe de terroristes qui était déjà identifié, et il est même ressorti que ce sont ces mêmes éléments qui avaient attaqué l'état-major de l'armée. On a trouvé des Burkinabés dedans. Alors, quand vous êtes face à une telle situation, immédiatement, ce qui s'est passé, on commence à voir maintenant des explosifs qui étaient dans un premier temps à la frontière, parce que c'était à la frontière avec le Mali au niveau du Sahel, que des mines étaient déposées sur les voies. Mais aujourd'hui, ces mines se sont déplacées, les explosifs se sont déplacés à l'intérieur de nos frontières. Et vous voyez par exemple, au niveau des forêts à l'est, c'est carrément à l'intérieur du pays. Alors, et ces attentats qui étaient revendiqués ne sont plus revendiqués. Que faut-il penser? Est-ce qu'il y a une hypothèse à écarter? Ce qui est sûr... Mais il faut mener l'étude, mais pas tout de go commencer à accuser. Non, les informations sont en train d'être réunies. Les forces de défense et de sécurité, le système de renseignement fonctionne et les informations sont réunies. En entendant que cela soit clairement avancé par les voies compétentes, bon, bien entendu, il y a toute forme de réflexion, d'hypothèses qui sont émises. Mais vous accusez l'opposition de faire de la récupération politique, mais on a l'impression aussi qu'au niveau du pouvoir, on en fait aussi une récupération politique tendant à soulever l'opinion contre l'opposition, par exemple, de sorte à dire, voilà, au lieu de mettre ensemble pour mener la lutte, l'opposition veut exploiter la situation. Mais justement, vous êtes en train de tomber sur un point très sensible. À la date d'aujourd'hui, de notre lecture de la situation, c'est notre nation même qui est menacée. C'est l'existence de notre pays qui est menacée. Les attaques, telles que les choses sont en train d'évoluer, c'est le pays qui est menacé. Si la nation est menacée, tous les Burkinabés, quel que soit le lieu où ils se trouvent, nous devons faire fi de nos divergences idéologiques et politiques et se mettre ensemble à l'unisson pour faire face à ce terrorisme, pour faire face à ce barbarisme qui est en train de détruire nos espoirs et qui est en train de détruire notre pays. Mais qu'est-ce qu'on constate? On constate des voix discordantes. Parce que ça ne va pas, justement. Oui, mais si ça ne va pas, par rapport à la menace du... C'est parce que le pays existe qu'il y a une opposition et qu'il y a une majorité. Quand nos FDS sont attaqués et que l'opposition a l'impression que le pouvoir qui doit prendre les mesures ne fait pas grand-chose, l'opposition est dans son droit de dénoncer la situation, n'est-ce pas?
Tu sais, vous savez, il n'y a pas que l'opposition, même la société civile. Oui, mais justement, moi je pense qu'il y a une question de maturité politique quand même qu'il faut aussi relever. Je ne dis pas que l'opposition burkinabé n'a pas de maturité politique. Il y a des politiciens très bien avertis, d'un très bon niveau politique, mais à la date d'aujourd'hui, ce que nos forces de défense sont en train d'accomplir comme tâche sur le terrain, ces forces-là méritent une union sacrée autour d'elles pour pouvoir faire face à la situation. Tout le monde est unanime sur ce soutien au FDS. La preuve, à l'Assemblée nationale, lors de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale, la dernière session convoquée par le président Bala Alassane Sakandé, ensemble, effectivement, tous les députés, opposition comme majorité, ont voté effectivement pour ce soutien à l'armée. Et c'est en l'honneur de notre Parlement. Il faut que les autres hommes politiques, en dehors de l'Assemblée, puissent également avoir un comportement citoyen et responsable, de manière à ne pas saper le moral de nos troupes. Parce que le soldat qui va sur le terrain, il défend tous les Burkinabés sans exception. Et quand nous voyons des fils de ce pays qui tombent, c'est normal, nous devons nous dresser tous pour soutenir nos hommes, par toutes les formes. Nous devons arrêter de poser des actes ou de dire des choses qui vont saper le moral de ces hommes qui se battent tous les jours au péril de leur vie pour que ce pays-là puisse exister. Nous demandons tout simplement à ce que tous les Burkinabés, tous les fils et filles de ce pays prennent conscience qu'en dehors du MPP, en dehors du régime actuel, c'est l'existence du pays qui est en train d'être ébranlé. Et on doit tous s'unir, faire front à cette situation. Nous devons nous aligner tous pour combattre cette situation et taire nos divergences idéologiques et politiques pour gagner le combat. Est-ce que la majorité présidentielle elle-même ne sape pas le moral des troupes en déplaçant le problème sur le terrain politique? C'est-à-dire cette tendance à dire si on nous attaque, ce n'est pas forcément des terroristes, mais les ennemis sont à l'interne, ce sont nos adversaires politiques qui veulent nous empêcher de mettre en marche notre programme, de mettre en œuvre notre programme, en tout cas notre PNDS. Est-ce que ce n'est pas effectivement, quelque part, vous ne sapez pas aussi le moral des troupes en ne s'attaquant pas vraiment au problème, en le déplaçant tout le temps sur le plan politique? Non, cela ne s'attaque pas au moral des troupes. Parce que quand les gens sont sur le terrain politique en train d'opiner sur tous les différents sujets, en émettant des hypothèses, c'est sur la base d'un certain, chacun le fait sur la base des éléments d'information, peut-être que les uns et les autres disposent. Moi personnellement, si je dois faire une analyse de la situation aujourd'hui, on se pose la question pourquoi on n'a pas connu cette situation avant. Et que, à peine le MPP est arrivé au pouvoir, que nous, avant même 2 semaines ou 3 semaines après, on a un attentat. Le sentiment qu'on a, c'est comme si on voulait nous empêcher tout simplement de gouverner ce pays. C'est comme pour nous voulez nous empêcher. Est-ce que ce n'est pas cet état d'esprit qui vous empêche justement de trouver les solutions aux problèmes? Non. Dans tous les cas, sachez que aucune hypothèse n'est à écarter. Et je vous dis, s'il se trouve qu'il y a des Burkinabés qui sont mêlés dans cette situation, il faut dire que ces gens ne sont pas des patriotes. Il faut dire qu'ils n'aiment pas leur pays. Parce que, en dehors des partis politiques et tout, le pays existe. Il a existé avant nous. Il existe avec nous. Il va exister après nous. Nous devons léguer aux générations qui viennent un pays suffisamment solide et stable. On ne doit pas s'attaquer à un pays, s'attaquer à son pays de manière à ébranler ses fondements. Et c'est ça le vrai problème. En réalité, vous comprenez que les militants du MPP se posent ce genre de questions, et c'est à juste titre, et en fonction de leur analyse de la situation, qu'on estime qu'on peut avoir des adversaires politiques qui peuvent tremper dans cette situation. Pour moi, s'il y a des Burkinabés qui sont là, qui sont trempés dans cette situation, c'est devenu des ennemis du peuple et il faut les combattre. Et après ces interrogations, il faut bien trouver les solutions. C'est ce que le Burkina attend. Mais en même temps qu'on est en train de lutter contre cette situation pour maîtriser totalement la situation, les informations, les renseignements, les recherches
du phénomène, de pourquoi ce phénomène est sûrement en train de se conduire, et les éléments seront probablement réunis. Okay. Dans tous les cas, moi, et comme le MPP, et je peux vous dire que le terrorisme serait vaincu au Burkina. Parce que ce pays, c'est tout ce qu'on attend. Ce pays a toujours existé. Il a souvent été ébranlé. Si vous retournez à l'histoire du pays, nos ancêtres ont combattu le colonialisme. Ils ont fait face à beaucoup de situations. Il y a eu des guerres en 1974. Il y a eu des guerres en 1985. Malgré la modestie de nos moyens, les hommes qui étaient là ont fait face et ils ont tenu le flambeau haut. Et je peux vous dire que nos forces de défense, à la date d'aujourd'hui, ont besoin de l'accompagnement de tous les Burkinabés, de tout le peuple burkinabé. Si nos soldats, malgré la modestie des moyens, se rendent compte que tout le peuple est derrière eux, je peux vous dire qu'ils n'auront peur des différents moyens que l'ennemi peut avoir en face. Ils vont vaincre. Je crois qu'ils ont ce sentiment. Ils ont ce sentiment. Aucun Burkinabé. Et les Burkinabés doivent le démontrer. N'est contre. Effectivement, l'action les Burkinabés doivent le démontrer. Le peuple doit démontrer sa solidarité derrière nos soldats. Et moi, je vous dis, pour cela, comment le démontrer? C'est vrai qu'on attend, les forces de l'ordre attendent des informations, des renseignements pour permettre d'être efficace dans les opérations. Mais on peut le démontrer autrement. Déjà, partout où nous sommes, vous avez dans les villages, vous avez dans les quartiers, vous avez des familles de soldats. Des familles de soldats qui sont tombés sur les champs d'opération pour que nous puissions vivre. Vous avez des soldats qui sont sur le terrain. Bon, démontrons notre solidarité d'abord à leur famille. D'accord. En étant à côté d'eux. Je crois qu'à ce niveau, le président de Faso, effectivement, a annoncé des mesures pour soutenir, effectivement, les ayants droit des soldats tombés. Ça, c'est la responsabilité de l'État et le président l'a bien fait. Mais nous-mêmes, en tant que Burkinabés, en tant que voisins, on doit contribuer, on doit montrer à ces familles-là que nous sommes derrière elles, nous connaissons le sacrifice que leur mari ou leur papa ou leurs enfants sont sur le terrain en train de faire. Mais on peut le faire de plusieurs manières. On peut donner de l'argent. On peut aller soutenir. On peut aller les visiter. On peut aller les aider. D'une manière ou d'une autre, il faut que dans les différents quartiers de ce pays, dans les villages de ce pays, dans les communes, dans les villes, les FDS sentent cette mobilisation du peuple. C'est très important pour le moral. Voilà. Ils ont besoin de sentir cette mobilisation du peuple derrière eux. D'accord. Démontrons-le. Démontrons-le, en tout cas. Des arrestations, des emprisonnements d'acteurs de la société civile, on parle même de détention arbitraire. Le Burkina Faso serait en train de devenir le mauvais élève en la matière. C'est aussi des dénonciations qui arrivent et ça aussi, c'est pas bon pour l'image du pouvoir MPP. Je ne pense pas que les actes qui sont posés, c'est par rapport à l'image du MPP. Non, je ne crois pas. Vous savez, ici, nous sommes dans un domaine de sécurité publique. Et il y a des institutions chargées de gérer ce genre de questions. Et dès lors qu'une situation survient, et que la justice s'en saisit, je crois que ce qui est demandé aux uns aux autres, c'est de laisser la justice faire son travail. Et que les différents éléments puissent être réunis, les investigations puissent être faites normalement. Si il y a des raisons de le faire, la justice va le prouver. Sinon, les uns et les autres doivent être relaxés. Nous sommes dans une situation tellement difficile que rien n'est à négliger. Donc moi, je pense sincèrement qu'il faut laisser nos forces de l'ordre, il faut laisser les institutions faire leur travail, parce que la Constitution dit que personne n'est au-dessus de la loi. Nous sommes tous égaux devant la loi. S'il y a des présomptions sur un individu, sur un Burkinabé, ce Burkinabé doit pouvoir être à la disposition de la justice. Et ça fait même un honneur que tu sois blanchi sur des situations qu'on t'accuse. D'accord. Il y a aussi les syndicats qui crient à la répression. Ils parlent de régime répressif. On a vu le collectif syndical, le CGTB, mais aussi le SYNTAS, le syndicat des travailleurs de l'action sociale, mais aussi des organisations de la société civile comme l'ODJ, l'Organisation démocratique de la jeunesse, qui parlent d'une répression qui est en train de s'abattre justement sur les libertés. Bon, au niveau des syndicats, je pense qu'il y a un dialogue qui s'est installé entre les partenaires sociaux et le gouvernement. Des discussions ont été menées à plusieurs niveaux pour calmer la situation. Les syndicats sont dans leur rôle de faire des revendications. Les syndicats sont dans leur rôle, sur la base de leurs revendications, d'aller en grève
ou de prendre d'autres formes. Mais tout cela doit être dans le strict respect des lois et des règles de ce pays. À partir de là, dès lors qu'un syndicat va en grève et que l'État prend des dispositions en appliquant la réglementation, je pense qu'un syndicat responsable doit l'accepter. Quand vous parlez de répression, il s'agit de quoi actuellement? C'est le fait que des syndicalistes, que des militants des syndicats sont allés en grève et que, probablement, il y a des rétentions de salaire, il y a ceci et cela. On dit non, il ne faut pas le faire. Or, on doit mériter son salaire. Et lorsqu'on n'est pas allé au travail, on est allé en grève, un bon militant des syndicats, il faut s'attendre à ça. Mais je ne pense pas que le gouvernement va appliquer des textes qui ne sont pas conformes aux lois. Dans tous les cas, si c'est le cas, il y a des voies de recours. Des voies de recours. Ok, vous parlez de dialogue, mais visiblement, ça semble pas être forcément le cas, parce que depuis un certain temps, le cas de dialogue gouvernement-syndicat a du mal à se mettre en place. C'est peut-être ça qui fait qu'aussi, on remarque qu'il y a beaucoup de mouvements. On estime que c'est un gouvernement qui a un problème avec le dialogue social. Non, ça, c'est pas juste quand vous dites ça. Parce que quand même, nous avons tous suivi que de manière sectorielle, dans les différents départements ministériels, il y a eu des négociations. Vous avez vu, avec les syndicats du ministère des Finances, il y a eu un dialogue qui s'est installé entre le gouvernement et même... Un dialogue dessous. Non, mais ça, c'est vous qui le dites. Parce qu'il y a des dispositions, il y a des points d'accord, il y a des points de non-accord qui sont pas après respectés, qui sont totalement négociés. Mais dans tous les cas, il y a un forum qui a été organisé sur la mise à plat, sur le système de rémunération. Les syndicats ont participé. Une partie. Une partie. Dans tous les cas, on a toujours tort quand on ne participe pas à un débat. Les absents ont toujours tort. Je ne dis pas, les syndicats ont eu leur raison de ne pas participer. Mais ce qui est clair, il y a des syndicats qui sont allés à cette rencontre. Des décisions ont été prises. Des recommandations ont été faites. Le gouvernement a promis de commencer des applications à partir de 2019. Je pense qu'il faut laisser le gouvernement aller dans le sens tel qu'il l'a dit. Ce n'est pas la peine de faire des préjugés sur les gens. Déjà, pendant qu'on parle de cette conférence avec des conclusions qui devraient voir le problème dans un ensemble, régler le problème de façon globale, mais il y a aussi ces règlements au cas par cas qui ont conduit, rien que cette semaine, il y a eu la coordination nationale des syndicats de l'éducation qui est encore sortie pour dénoncer le fait, le non-respect des engagements pris par le gouvernement par rapport à leur plateforme. Et là, la coordination menace encore la rentrée scolaire. Oui, dans tous les cas, il y a une seule chose qu'il faut se dire dans le déroulement des événements. Les syndicats de l'éducation d'une manière générale, à l'approche de la rentrée scolaire ou à l'approche des examens, brandissent toujours les revendications. Ce sont des stratégies de lutte pour pouvoir avoir satisfaction, en mettant la pression sur les gouvernants pour avoir satisfaction de leur plateforme. Vous savez, comme tout le temps. Et ça, je le comprends. Mais je dis aussi, dès lors que toutes ces questions sur le système de rémunération ont été débattues lors d'un forum et que des recommandations ont été faites, je ne trouve pas nécessaire qu'il y ait lieu encore de s'asseoir pour discuter des revendications sectorielles. Mais c'est ça le problème, un engagement, c'est un engagement. Vous avez signé des accords. Oui, mais dans tous les cas, ces accords maintenant sont pris en compte dans le système global qui a été discuté et qui serait mis en place. Et c'est là le problème, justement. Mais si vous venez dans des discussions, des décisions ont été prises dans un forum, et il y a des mises en œuvre. L'accord avec la coordination des syndicats est antérieur à cette rencontre, justement. Non, ce n'est pas seulement qui a décidé de la remise à plat. Ce n'est pas seulement le syndicat de l'éducation qui a fait des accords avec le gouvernement. Beaucoup d'autres syndicats ont eu à faire des accords. C'est parce que justement ces revendications sectorielles ne permettent pas. Est-ce que ce n'est pas parce que dans le discours, la communication, vous n'avez pas joué franc jeu au niveau du pouvoir, au niveau du gouvernement? On n'a pas dit clairement aux différents syndicats qui ont déjà des accords en cours de mise en œuvre que désormais avec la rencontre qui s'est tenue sur la remise à plat, tout est fini, on ne parle plus de ces accords. Monsieur Guébré, ce forum s'est justifié entre autres par le fait que à travers ces revendications sectorielles des différents syndicats, des différents ministères, l'État ne serait plus en mesure de supporter
tout ce qui est en train de se réclamer. C'est pour éviter de mettre notre pays à genoux que le gouvernement a jugé bon de convoquer un forum pour échanger avec tous les acteurs et arrêter quelque chose de clair pour tout le monde. Nous ne pouvons pas continuer dans ces revendications sectorielles, chacun tire un côté, chacun tire de son côté pour tirer le grand morceau, etc. etc. Et finalement... C'est l'exécutif qui crée ce problème, justement, mais finalement. Monsieur, quand vous dites c'est l'exécutif n'a pas que... Ça manque de fermeté sur ces questions. Non, attendez. Ne prenez pas la tolérance, ne prenez pas la qu'est-ce que je voudrais dire encore, la sérénité des uns et des autres et l'expression démocratique comme de la faiblesse ou pour manque de fermeté. Non. Ce sont des libertés qui sont reconnues par la Constitution. Les syndicats peuvent faire des revendications, mais quand ça devient de manière désordonnée, quand ça devient de manière intempestive, de manière à bloquer le fonctionnement du pays, de bloquer le progrès du pays, c'est normal que le gouvernement attire l'attention de tout le monde. Et quand cela est fait, et que toutes ces questions ont été déversées et discutées, je pense qu'on devrait avoir le sens de la responsabilité d'attendre voir la mise en œuvre de tout ce qui a été arrêté. Sinon, nous ne pouvons pas continuer. Mais on n'a pas que les travailleurs de la fonction publique à gérer. Le gouvernement et les populations. Les fonctionnaires représentent peut-être 200 000 personnes. Nous avons combien de millions de Burkinabés? Vous savez très bien que s'il n'y a pas d'investissement au niveau infrastructurel, des infrastructures de base, c'est-à-dire s'il n'y a pas de construction de routes, s'il n'y a pas de construction d'écoles, s'il n'y a pas de construction de formation sanitaire, s'il n'y a pas d'investissement dans les autres structures du pays, dans les autres structures de production du pays, nous n'allons jamais progresser. Est-ce que nous allons continuer tout simplement à prendre le maximum de l'argent que ces mêmes paysans et autres producteurs que les commerçants sont en train de reverser pour juste distribuer aux fonctionnaires? Mais comment vous voulez qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de vous, un gouvernement qui prend des engagements et qui après les remet en cause sous prétexte qu'on n'a pas les ressources? Non, c'est un gouvernement responsable. Ça montre tout simplement que le gouvernement a la volonté d'améliorer les conditions de vie et de travail de ses travailleurs. Mais lorsque cela devient, comme on a accordé, c'est comme le comportement des enfants dans une famille. Le papa a donné un bonbon à celui-là, l'autre vient, on lui a donné 2 bonbons, lui il vient et dit non, moi je préfère une miche de pain. Mais le papa finalement se rend compte que les ressources de sa famille ne pourraient pas supporter tout cela et que la famille va tomber totalement dans une situation incroyable. Parce que quand on refuse, donc, on dit pas non. Non, mais de manière responsable, le gouvernement a pris sa responsabilité, a dit stop, voici la situation, réfléchissons-y ensemble et trouvons la solution. Et c'est cela qui a fait le forum. Est-ce que vous êtes en train de dire que l'accord signé avec la coordination nationale des syndicats de l'éducation, c'est caduc? Mais comme je vous ai dit, moi je ne vous dis pas ça parce que moi ce n'est pas le gouvernement. Mais je vous dis tout simplement, ce n'est pas seulement avec les acteurs de l'éducation que les accords ont été signés. Même au niveau des finances, les syndicats des finances aussi ont brandi des accords. Il y a plusieurs d'autres accords qui ont sûrement été signés et qui ne sont pas à votre connaissance. Mais le gouvernement met le tout ensemble pour trouver une solution globale à ces problèmes. D'accord. Voilà. Alors, l'opposition, en tout cas, estime que c'est un gouvernement qui est têtu, qui n'écoute pas. Alors, le 29 septembre prochain, elle va dans la rue pour manifester contre la malgouvernance, parce qu'elle estime qu'il faut donner le coup de fouet à ce gouvernement, il faut qu'il se réveille. Ok, je vous remercie. Avant de venir sur cette question de l'opposition, vous m'avez posé une question liée à l'ODJ qui pense que le gouvernement devient répressif. Mais je pense que pour apprécier les actions et le comportement d'une structure, il faut connaître la structure. Il faut savoir d'où vient la structure, où est-ce qu'elle veut aller. Je ne sais pas si vous suivez très bien les médias. Vous avez vu que même l'ODJ a demandé aux producteurs de coton aux gens de ne pas semer, de ne pas faire ceci. Ils sont allés pour créer une situation au niveau des paysans pour dire oui, révoltez-vous contre le système qui est mis en place parce que ça vous entraîne ceci, cela. Et quand vous voyez tous ceux qui ont fait ça, ce n'est pas des producteurs de coton. Généralement, c'est des gens d'autres professions qui sont allés faire ce travail. L'ODJ a d'autres visées. L'ODJ provient d'une structure. L'ODJ a ses objectifs clairement affichés avec sa structure mère
Et nous aussi, nous voyons, on dit que celui qui est... Vous parlez de quelle structure? Mais un parti politique clandestin? Il y a des partis politiques clandestins qui sont derrière. Ah bon? Eh bien oui. Vous voulez parler du PCRV? Soyez courageux. Je vous dis tout simplement, l'ODG, il faut savoir d'où vient l'ODG. L'ODG est une structure qui a été créée suite à un congrès d'un parti clandestin, à l'union de la jeunesse de ce parti, qui a mis en place l'ODJ pour mener la lutte d'une autre manière. Ça aussi, au niveau du MPP, on le sait. Nous disons les gens, s'ils veulent faire la politique, s'ils veulent conquérir le pouvoir, ils n'ont qu'à conquérir le pouvoir à tête, enfin, de manière... À visage découvert. À visage découvert. À se confronter au peuple burkinabé, aller demander les voix du peuple burkinabé pour se faire élire et mener leur politique. D'accord. L'opposition, voilà. Vous estimez que l'opposition est dans un plan machiavélique? Maintenant, l'opposition est dans son rôle, non? Maintenant, de donner ce coup de fouet pour éveiller... Non, pour ça, non, je pense que pour ça, l'opposition est dans son rôle de chercher les failles de gouvernance ou les failles de gestion quotidienne des choses, de la chose publique, pour agir et pour ameuter ou pour faire de l'animation. Moi, je pense que l'opposition est dans son rôle. Mais on dit aussi, pour certains actes à poser, il doit avoir de la responsabilité. Parce que vous parlez des événements qui sont en train de projeter pour le 29. À ce niveau, la question qu'on doit se poser, est-ce que dans le contexte actuel de Burkina, avec cette question d'insécurité que l'opposition même dénonce, est-ce qu'il sied de faire un regroupement de masse pour aller faire une marche? Si on va dans cette logique, c'est que l'opposition ne fera rien. Vous aurez constaté que depuis l'avènement du MPP au pouvoir, l'opposition n'a jamais marché. C'est peut-être pas comme au cas de Blaise Compaoré, où vous, en tant qu'opposant à l'époque au MPP, régulièrement l'opposition était dans la rue. Mais est-ce qu'il y avait cette situation de sécurité qui était posée au même niveau que nous vivons aujourd'hui? Donc parce qu'aujourd'hui, il y a un problème de sécurité, il y a des méthodes de lutte qu'il faut, complètement abandonner. Non, pas abandonner, il faut adapter ces méthodes de lutte au contexte dans lequel vous vivez. À la date d'aujourd'hui, vous savez très bien la manière dont les terroristes sont en train d'attaquer. Si vous regroupez des gens en masse à un niveau donné et vous n'arrivez pas à faire un contrôle systématique de tous ceux qui viennent à cette marche, des choses peuvent se passer, des infiltrations peuvent se faire. Et les terroristes aujourd'hui qui cherchent à se faire à faire de la publicité autour d'eux et qui cherchent à tuer le maximum de gens, d'innocents, pour pouvoir avoir des auras au niveau des médias, peut profiter de cette situation et créer des problèmes. C'est de la responsabilité de l'État d'assurer la sécurité de cette manifestation. Je pense que pour le niveau même au niveau du pouvoir, on organise des manifestations, des regroupements d'hommes. On a vu la sortie récemment de Simon Compaoré dans la zone de l'Ouest, le président de l'Assemblée nationale, il y avait des mouvements de foule. Non. Dans ces genres de localités, ce qui s'est passé, c'est généralement des rencontres dans des zones confinées. Ça, c'est totalement différent. Mais une marche, c'est organisé, c'est structuré. Mais une marche... Avec un itinéraire, avec... Oui, mais une marche, quand vous organisez une marche, vous ne savez pas qui vient. Est-ce que dans vos meetings, vous savez qui vient? Mais est-ce que le MPP a fait un meeting ces derniers temps à votre connaissance? Vous en connaissez? Les mobilisations autour des sorties des responsables. Vous avez parlé de meeting. Est-ce que le MPP a organisé un meeting qui a regroupé des foules quelque part? C'est quoi ces mobilisations quand vos militants sortent sur le terrain? Ça ressemble à des meetings? Nos militants sortent sur le terrain, ils font des mouvements avec des motos, des véhicules, etc. Quand par exemple l'honorable Ablaye Mossé organise des meetings de soutien au président, ce sont des meetings. Moi, je n'ai pas vu de meeting organisé par l'honorable. Personnellement, je n'ai pas participé. Il y a eu ces meetings de soutien à l'action du gouvernement. Dans tous les cas, sachez que ce soit l'honorable Mossé, que ce soit le MPP, que ce soit l'opposition, la situation de sécurité aujourd'hui de Burkina commande de la prudence. Parce que les marcheurs qui vont venir, vous ne savez jamais qui est là. Si une bombe explose au niveau de la foule, ce sont ceux qui sont venus, les marcheurs qui sont venus là, qui sont déjà menacés. En tout cas, on ne le souhaite pas. Donc, on ne le souhaite pas. Et comme, justement, comme on ne le sait pas, et comme nos frontières sont poreuses, vous voyez comment la situation est en train de se développer. C'est quand même des grands risques. Il faut minimiser les risques. Il faut minimiser les risques. D'accord. Donc, je pense que c'est dans ce sens qu'on demande tout simplement à l'opposition
de tenir compte du contexte, de connaître des situations du moment pour pouvoir agir. Quand elle organise aussi des conférences de presse, vous dites voilà une opposition qui ne sait que faire des conférences de presse. Oui, mais la majorité présidentielle, comme même le MPP, organise des conférences de presse. Moi, je pense que c'est différent entre partis politiques. Il faut peut-être que l'opposition se contente de ça. Non, ça fait déclarations et des conférences de presse. Mais ça fait partie du jeu démocratique. Nous n'avons pas dit que les ténors de l'opposition ne peuvent pas aller regrouper leurs militants dans une salle parler ou aller se faire accueillir. Nous avons vu il y a peut-être 6 mois ou 7 mois le responsable du CDP qui se fait accueillir et accompagné par des foules. Mais je dis tout simplement, chacun doit être responsable des actes qu'il va poser. Parce qu'il y a des problèmes de sécurité, c'est d'abord eux qui vont répondre. D'accord. Mais surtout, ce sont les gens qui demandent de venir marcher ou bien de venir poser, être avec eux, qui courent les risques. On est en fin d'émission. Vous allez me dire, sur la question, le débat, c'est aussi cette nouvelle constitution en vue, ce projet de nouvelle constitution. Référendum ou voie parlementaire, parce que le référendum, pour certains, ça va nous coûter quelques 30 milliards de francs CFA. Le jeu en vaut la chandelle? Bon, vous savez, en ce qui concerne cette question du référendum ou de la voie parlementaire, c'est un problème de légitimité. Nous sommes en train d'aller à une nouvelle constitution, donc à une nouvelle république. C'est vrai que les deux voies sont possibles, mais je pense aussi que le président du Faso, au niveau qu'il est aujourd'hui, et après avoir pris tout ce processus pour aboutir à cette formule de constitution qui doit être soumise, est à même de savoir quelle est la voie la plus habilitée pour son adoption. Parce qu'au niveau de la commission constitutionnelle, déjà, il y a eu cette proposition de la voie référendaire déjà. Là, je pense que... Maintenant, 30 milliards pour certains, il faut réorienter ça vers l'investissement dans la sécurité, par exemple. Non, moi je pense que je comprends les Burkinabés, c'est assez légitime quand tous les Burkinabés disent oui, il faut orienter ceci, il faut faire cela. Effectivement, vous allez voir, et vous avez même remarqué, que beaucoup de choses ont été faites à l'endroit des forces de défense et de sécurité pour les rendre plus opérationnelles, pour les rendre plus efficaces. Je suis content que ce souci, c'est de renforcer beaucoup notre sécurité. Mais je pense aussi que le président du Faso est à même aujourd'hui de faire les choix et les bons pour notre pays. Même si aujourd'hui il décide qu'on aille par la voie référendaire pour adopter la Constitution, je peux vous rassurer que c'est parce qu'il est serein et il sait ce qu'il doit faire pour d'abord davantage renforcer nos forces de sécurité. C'est pour ça que la loi programmatique a été soumise à l'Assemblée nationale. Ça veut dire que tous les moyens nécessaires pour la rendre opérationnelle seront mis en place par le président du Faso pour cela. Donc n'ayez aucune crainte que l'un ne peut pas empêcher l'autre. L'un ne peut pas empêcher l'autre. Les terroristes seront justement délogés. Ils seront vaincus. D'accord. 2020, ça s'approche à grands pas. On voit que dans les états-majors, en vérité, on est en pré-campagne quand on voit toutes ces sorties. Le MPP, quelque peu fragile, non, face à ce qu'on a qualifié de baobab, notamment le CDP, l'UPC. Lequel des partis vous fait peur, finalement? Aucun parti dans ce pays ne nous fait peur. Je peux vous assurer qu'en 2020, le président Roch Marc Christian Kaboré, comme il a dit, il serait candidat, il va être encore élu au premier tour. Vous semblez confiant? Je suis très confiant. Salif Diallo n'est plus là. Mais écoutez, Salif Diallo faisait partie d'une équipe. Salif Diallo était avec ses camarades. Salif Diallo a fait la lutte avec tous ses camarades. Et c'est ensemble que cette victoire a été acquise. Ce n'est pas la victoire d'un individu. Salif Diallo n'est pas le genre d'homme qui veut tirer une couverture sur lui en disant « c'est moi Salif Diallo ». Salif Diallo était un homme stratégique, c'était un homme stratège, c'était un tacticien qui sait ébranler l'opposition même dans ses propres fondements, à travers ses slogans, à travers ses actes, à travers ses propos. C'est pas pour autant que parce que Salif Diallo est décédé, paix à son âme, que le MPP va tomber
ou que Roch Marc Christian ne serait pas élu. Moi, je vous assure qu'à la date d'aujourd'hui, au regard de notre organisation, au regard du travail abattu tous les jours, au regard des résultats, au regard du bilan à mi-parcours du président du Faso, s'il plaît à Dieu, nous serons encore élus, nous serons encore au pouvoir pour les 5 ans à venir après 2020. On attendra de voir. Donc alors, vous allez nous dire ce que vous pensez de Eddy Komboyego. Eddy Komboyego, c'est un citoyen burkinabé. Aujourd'hui, il est le président du CDP et il conduit sa maison CDP comme tout le monde le constate. Je vois qu'il est assez courageux. Il mène son combat, il s'organise et il vise les élections de 2020. Je lui dirai seulement bon courage à lui. On se verra sur le terrain politique. Zéphirin Diabré? Zéphirin Diabré est le président du CEFOP. Aujourd'hui, il est chef de file de l'opposition politique au Burkina, consacré par la loi fondamentale du pays. Il joue son rôle d'opposant. Seulement, de temps en temps, on constate qu'il a totalement oublié qu'avec le MPP, avec la majorité présidentielle aujourd'hui qui gère le pays, nous avons eu la même lutte et nous avons réussi ensemble à faire partir l'ancien régime. Je pense que si aujourd'hui on était restés ensemble, on était plus fort. Mais nous sommes en politique, on fait toujours un choix. Il a fait son choix, il est dans l'opposition totale contre le MPP et la majorité présidentielle, ce qui est légitime, ce qui se défend. Mais moi, personnellement, je pense que le fait qu'on a fait cette lutte assez difficile ensemble, en ayant ensemble une vision de progrès pour ce pays, on pouvait mieux faire ensemble, on pouvait mieux faire encore si on était ensemble, s'il n'avait pas oublié ce passé. C'est pas un passé. Pour moi, c'est ce gain politique dans la lutte. Roch Marc Christian Kaboré, pour terminer. Roch Marc Christian Kaboré est le président du Faso. Il a été président de mon parti, du MPP. Il a sa vision du monde. Il a sa vision pour le pays. Et il l'a traduit à travers un programme quinquennal qui a été soumis à la sanction du peuple burkinabé. Et il a été élu pour mettre en œuvre ce programme. Et il est à pied d'œuvre dans la mise en œuvre de ce programme. Moi, personnellement, je suis très fier de mon président parce que il est très calme dans la gestion des situations. Il est assez serein dans la conduite des affaires du pays. C'est un homme d'État plein, accompli, qui sait ce qu'il veut et qui sait là où il va. Et avec lui, je sais que d'ici 2020, nous allons avoir des résultats énormes pour le progrès de ce pays. Et en 2020, il aura encore la confiance de ce peuple. Merci d'être passé dans le fauteuil blanc ce soir. Je vous remercie, M. Diabré. Vraiment, c'est un honneur pour moi que vous me recevez sur votre plateau pour me poser des questions liées à la situation globale. Merci. Merci beaucoup. Je recevais pour vous le docteur Urbain Yameogo, docteur en biologie et physiologie des organismes et des populations, docteur en écologie donc. Il est membre du bureau exécutif national du MPP, le mouvement du peuple pour le progrès. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi. Excellent sur le programme sur la chaîne Au Cœur du Défi. Bonsoir.